Mesdames et messieurs, j'espère que oui, je vous demande de prendre place pour que nous ouvrions parfaitement à l'heure, c'est-à-dire 10 heures, ce forum, parce qu'ensuite, effectivement, il y en aura un qui viendra à 11h30 avec de nouveaux invités qui ont pris place autour de moi et autour de vous. Alors, parmi les élus qui sont dans cette salle, vous connaissez ce moment où vous recevez le mail d'un agent ou d'un responsable de service qui vous signale un dépôt sauvage dans un chemin de la commune, voire au centre de celle-ci, vous signale un abandon ou des brûlages polluants, des rejets d'huile dans les égouts, des produits chimiques à l'abri du passage, des travaux nuisibles à l'eau ou des déversements pouvant entraîner des dommages à la flore ou à la faune. La liste, vous la connaissez bien mieux que moi, est vaste. Ce peuvent être également des captures non autorisées d'espèces animales qui sont souvent protégées. Alors certains, et ça aussi c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, entrent dans une catégorie spécifique, dans un domaine qui l'est tout autant, c'est celui de la criminalité environnementale organisée. Alors vous êtes les premiers à le constater, les infractions et les délits liés à l'environnement sont en hausse constante. Chacun d'entre vous pourrait nous citer un certain nombre d'exemples de cette délinquance ordinaire. Et puis, vous le savez aussi, cette situation a fait l'objet d'un fort retentissement en 2019 avec la mort du maire de Signes dans le Var, Jean-Mathieu Michel, renversé par une camionnette dont le conducteur venait d'être pris sur le fait. Je m'appelle Henri Weigle et je suis l'animateur de ce forum sur la délinquance environnementale. Les maires sont donc en première ligne, vous êtes donc en première ligne, et comme vos administrés, vous considérez certainement ce phénomène comme insupportable. Vous disposez de clés, mais je crois que vous attendez beaucoup de l'État également, et de ses services qui sont représentés ici. Ont-ils besoin, ces maires, avez-vous besoin d'outils supplémentaires que le législateur également vous vienne en aide? Eh bien, les acteurs qui sont présents aujourd'hui répondront certainement à ces questions et vous pourrez leur poser au terme de ce débat vers 11h10 un certain nombre de questions. Alors, je donne tout de suite la parole à Guy Geoffroy, qui est vice-président de l'AMF, pour ouvrir ce forum. Et vous êtes également, monsieur le vice-président, maire d'une commune de Seine-et-Marne, Comps-la-Ville. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis très très heureux d'envisager une toute petite introduction avec à mes côtés une autre élue de Seine-et-Marne. C'est la Seine-et-Marne aujourd'hui qui parle de ces sujets, ce qui n'est pas anodin parce que nous sommes le plus grand département de l'Île-de-France en termes de géographie, 48% de sa superficie, et nous connaissons ces questions plus que d'autres, du transfert d'un département à l'autre, là où il y a de l'espace, là où on pense ne pas être vu, de tout ce qui fait ce malheur environnemental du quotidien, en particulier, vous l'avez évoqué, les dépôts sauvages. Je voudrais proposer deux repères parmi tout ce qui va être dit sur tout cela. Le premier repère, c'est le critère d'intentionnalité. Il y a des atteintes à l'environnement de la part de nos concitoyens qui sont dommageables, mais que je pourrais qualifier d'involontaires. On met à côté des poubelles des sacs qui ne pourront pas être ramassés, on se trompe de jour de collecte des encombrants. Bon, on finit toujours par trouver une solution par rapport à ce qui s'avère être involontaire. Mais le plus grave, c'est ce qui est volontaire et qui, par définition, se déroule non pas sous nos yeux, mais à l'abri de tous les regards, à un moment où ces regards sont plutôt endormis,
dans des lieux qui, la plupart du temps, sont des lieux loin de la possibilité d'être pris sur le vif, en quelque sorte. Et le deuxième repère que je voulais donner, parce que déjà là, le fait que ça se fasse dans l'anonymat, parce qu'il y a une intention de se débarrasser de quelque chose, si on reparle des dépôts sauvages, le deuxième repère, c'est que beaucoup, y compris quelquefois dans nos départements, les représentants de l'État, considèrent que ces dépôts sauvages, par exemple, c'est de la responsabilité des maires, compte tenu du fait que nous avons une compétence confiée désormais aux intercommunalités, qui est celle des déchets ménagers et assimilés. Or, ces dépôts sauvages ne sont ni des déchets ménagers, ni des déchets assimilés aux déchets ménagers, et nous sommes finalement responsable de fait, compétent de fait, alors que personne n'a véritablement de compétence et que c'est notre compétence générale en termes de tranquillité publique, d'accompagnement du bon environnement de nos concitoyens qui est en cause. Donc, ça rend les choses compliquées. Une intention de faire mal et de sortir de tous les cadres réglementaires, législatifs et du bien vivre ensemble. Pas de compétences véritablement définies, mais une compétence de fait que nous, les élus, nous assumons, avec le coût que ça représente, avec la charge pour nos personnels et avec le sentiment très désagréable que si on ne se débarrasse pas de ce qui est indésirable, ça va continuer à s'aggraver. Et si on s'en débarrasse, ça va donner le sentiment que, comme de toute façon, il nous en débarrasse, on peut y retourner à nouveau. Donc, question extrêmement complexe qui perturbe la vie de nos concitoyens et de nos services quotidiennement, mais où les solutions clés en main, les solutions entre guillemets miracles, sont bien évidemment beaucoup plus complexes à définir qu'à claquer des doigts pour y parvenir. Merci beaucoup. Ce forum délinquance environnementale, être efficace ensemble, est composé de 2 séquences. La seconde sera consacrée au rapport avec l'État, dont les représentants sont face à moi. Et la première, des maires au plus près du terrain et parfois désemparés, mais pas tous. Autour de moi ont pris place David Nebord, maire de Petit-Bourg, c'est en Guadeloupe. Sylvain Guinaudy, qui est président du SMICVAL, c'est le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais, donc en Haute-Gironde. Romain Janson, qui est chef de la brigade de l'environnement de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Saint-Quentin, non pas en Yvelines, mais dans l'Aisne. Et puis nous attendons Maxime Belzung, qui est maire de Masseveau-Niederbruck, dans le Haut-Rhin, et qui est président des Brigades vertes d'Alsace. Alors, je vous ai tendu, il y a quelques secondes, Sylvain Guinaudy, un micro. À l'heure où le dernier tome de la 9e édition du dictionnaire vient de paraître, vous voulez parler sémantique, parce que pour vous, déchets sauvages, non, c'est pas suffisant. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Guy Geoffroy a bien posé le sujet en disant que c'était un sujet complexe. Et dans le discours, on a entendu déchets. Donc on va très rapidement se mettre à parler de compétences et ça va être un débat ultra technique, ultra complexe. On va se mettre à parler police, au sens large de la compétence. Et dans le discours, on va entendre dépôt sauvage, en pensant que comme c'est déposé, c'est acceptable, et comme c'est sauvage, à la limite, c'est pas très grave. Je pense que dans le sujet, il faut poser des mots sur ce que c'est. C'est de la délinquance environnementale, et c'est sanctionné, et ça doit être sanctionné. Alors oui, on va avoir un débat de boîte à outils. Qui fait quoi ? Alors moi, avec une certaine sérénité, puisque je suis président d'un syndicat d'ordures ménagères, je n'ai pas la compétence de la police du maire. Ma compétence, c'est l'application du règlement de collecte. Alors, c'est-à-dire encore un truc hyper compliqué. C'est-à-dire que j'ai la compétence à gérer de dire je collecte tel jour, dans tel format, à telle heure, etc., etc. Ce qui est tout est à côté, c'est pile poil de la compétence du maire au titre de son pouvoir de police et de salubrité. Et donc, si c'est à côté du bac, c'est un sujet de salubrité. Sauf que si c'était comme ça serait hyper simple. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il faut qu'on arrive à créer ces dynamiques, ces relations de confiance entre celui qui gère une compétence dite déchet, et comme le disait Guy,
sur les déchets ménagers, pas sur les déchets des activités économiques. Et qu'est-ce que l'on voit dans nos bois? Qu'est-ce que l'on voit dans nos chemins ruraux? On voit du plâtre, on voit des parpaings, on voit du bois. Et ça, c'est des déchets des activités dites économiques. Et c'est cela qui agace. Et c'est cela, effectivement, qui agace, d'autant plus que les collectivités le prennent à leur charge. Sur les communes financées via le budget général, pas le bon impôt, sur les syndicats d'ordures ménagères financés au titre de l'atome, sur des déchets qui sont pour grande partie dits des déchets professionnels, qui devraient être financés par les professionnels. Et aujourd'hui, le dispositif dit REP, responsabilité élargie des producteurs, devrait être un soutien majeur sur le coût financier. Il n'y est pas. Alors, les choses évoluent sur les déchets du bâtiment, pas suffisamment, mais ça va avancer. Mais voilà, donc on fait financer ce qui est déposé n'importe où, par tout en chacun, sans jamais poser très clairement ce que c'est. C'est de la délinquance. Il faut qu'on ait la boîte à outils pour pouvoir le sanctionner. Oui, il y a des outils, actionnons-le et faisons-le dans une relation partenariale et de collaboration entre les différents acteurs qui ont ce véritable pouvoir de police. Monsieur Nebord, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes maire de la plus grande commune de Guadeloupe. Mais vous, alors, vous êtes peut-être une exception, vous enregistrez une baisse de ces déchets sauvages, de cette délinquance. Comment avez-vous réussi cela? Bonjour à tous. Il est vrai que nous avons constaté donc une baisse de cette délinquance parce que nous avons mis en œuvre une action consistant d'abord à sensibiliser, faire de la prévention, ensuite augmenter nos moyens de surveillance et in fine parvenir à des sanctions. Donc la sensibilisation, elle est utile parce qu'elle permet d'associer des associations, d'associer le public pour pouvoir, par exemple, transformer des espaces qui étaient destinés à des déchets sauvages, les transformer en coins nature, donc avec du fleurissement réalisé par des citoyens, par les services de la ville. Dans un deuxième temps, avec la communauté d'agglomération, nous avons mis en œuvre un dispositif qui s'appelle Clink, qui consiste vraiment à valoriser les déchets et permettre aux citoyens de gagner des points en mettant bien des bouteilles dans les coffres nécessaires, en mettant des objets différents, gagner des points qui se transforment en monnaie, qui vont enrichir par la suite des partenaires commerciaux. Alors, nous avons d'autres moyens que nous avons utilisés pour pouvoir faire de la sensibilisation dans les écoles, ce qui a été utile avant de passer à la phase sanction. Quelle est la situation dans votre commune de Mitry-Mory, Madame Blandiot-Farid? Vous avez été présentée tout à l'heure par l'autre vice-président de l'AMF, mais vous me disiez en préparant ce rendez-vous qu'il y avait aussi, et ce qui était abominable, ces déchets, ces dépôts en plein centre-ville. Oui, alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. La grande difficulté, elle résulte aussi des typologies de villes que nous dirigeons, parce que c'est bien différent une ville dense qu'une ville qui accueille beaucoup de zones agricoles. C'est mon cas, ma commune fait 30 km² et 60% de ses terres sont agricoles et naturelles. Et donc ça fait des espaces bien grands qui permettent de pouvoir déposer des dépôts sauvages. C'est le cas, et comme le disait le collègue tout à l'heure, on a une boîte à outils qu'on utilise, mais force est de constater que plus on développe des dispositifs, plus on a de dépôts sauvages, qu'ils soient dans les villes comme aux abords de celles-ci. Donc la véritable clé, c'est comment on arrive, comme vous le dites, à prévenir, à rendre responsable chacune et chacun, parce que c'est de là aussi que va dépendre le futur de cette délinquance, parce qu'il faut la qualifier comme celle-ci, de la délinquance, de la criminalité, vous avez même dit, puisque c'est un enjeu majeur. Et la bonne conscience de ces pratiques sera le résultat, sera finalement la possibilité d'avoir des résultats bien meilleurs. La prévention à l'école, elle est absolument indispensable, parce que souvent c'est nos enfants qui nous rappellent aux bonnes pratiques. Mais la deuxième chose, c'est la sanction, et c'est peut-être ça dont on va discuter avec un certain nombre de nos collègues, c'est comment on applique ces sanctions
plus vite, de meilleure manière et de manière à ce qu'elles ne se reproduisent plus. Moi, je crois qu'on manque en tout cas de coordination entre les différents services pour aller vite dans la sanction, pour que les preuves qu'on nous demande quand on voit un dépôt sauvage soient plus faciles à établir, parce que souvent, on est confronté à un classement sans suite des plaintes qu'on peut prendre ou des arrêtés ou des procès-verbaux que nous prenons avec soit les agents assermentés qui sont ici ou même nous-mêmes élus, que ce soit les adjoints ou les maires. Et la difficulté réellement, c'est de pouvoir faire la preuve que les sanctions tombent et que donc cette délinquance ne se reproduise pas ou le moins possible. Et par ailleurs, il y a un vrai travail à faire autour avec les entreprises, parce que c'est là aussi un vrai fléau. L'éternel problème est de prendre sur le fait les contrevenants. Exactement. C'est pour ça qu'il faut aussi faire avancer la législation pour que ce soit plus facile de faire la preuve de celui ou de celle qui dépose. Par exemple, bien souvent, sur un dépôt sauvage, on trouve une adresse, un nom, et ça ne permet pas de qualifier la faute de celui qui l'a fait. Je pense qu'il faut avancer aussi pour nous permettre d'établir plus facilement la preuve de celle ou celui qui a déposé. Maxime Belzung, bonjour. Vous êtes le maire de Masevaux-Niederbrück, je le disais, vous venez d'Alsace et plus précisément du Haut-Rhin, et vous êtes président des brigades vertes d'Alsace. Alors vous êtes, de par votre situation géographique, dans une situation à la fois géographique mais exceptionnelle, parce que les contrevenants, ils peuvent venir évidemment localement du Haut-Rhin, ils peuvent venir d'Allemagne et ils viennent aussi de Suisse. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis président du syndicat de la Brigade Verte qui rassemble 380 communes adhérentes à ce syndicat, essentiellement dans le Haut-Rhin, puisque le syndicat existe depuis 1989. Sa création est l'origine du droit local, puisque en Alsace-Moselle, il y a une obligation d'avoir un garde champêtre, minimum un garde champêtre dans chaque commune. Concordat, ça. C'est le concordat, le droit local Alsace-Moselle. Et donc l'objectif en 1989 par le sénateur Goetschi, c'était que les communes puissent adhérer à un syndicat, pas embaucher un garde champêtre par commune, adhérer à un syndicat et par là répondre à cette obligation. Nous sommes sur une région frontalière, bien sûr, le Haut-Rhin avec la Suisse et l'Allemagne, et effectivement on est confronté à ces problématiques de relations entre ces trois pays, enfin entre la Suisse et la France, et l'Allemagne et la France dans la poursuite des affaires. Bien sûr, il y a le rempart de la langue, et c'est là où l'objectif, c'est vraiment de pouvoir former nos agents sur déjà la barrière de la langue, et après sur la poursuite des enquêtes qu'il peut y avoir dans le cadre de leur mission. Mais comment réagissez-vous justement ? Eh ben, on réagit. La problématique, c'est que nos gardes champêtres ne peuvent pas intervenir. Par exemple, ils sont sur du code de la route, mais s'il y a un fuyard qui part en Suisse ou en Allemagne, il ne peut pas y avoir de poursuite sur le domaine de nos voisins. Mais on est confronté aussi à des problématiques qui viennent de la Suisse et de l'Allemagne. Je prends l'exemple sur la problématique des gens du voyage qui se font payer par les Suisses, par exemple sur la question des ordures ménagères, où des Suisses payent les gardes champêtres pour évacuer leurs ordures ménagères qui seront après en dépôt sauvage sur notre territoire alsacien. Et c'est une vraie problématique de relation avec nos amis suisses et allemands. Alors vous parliez des gardes champêtres. Les gardes champêtres, ils sont environ 1 millier en France. Et nous avons l'un de ces représentants. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes dans l'Aisne, dans une brigade où vous êtes 2, et vous avez une difficulté pour recruter un 3e. Un garde champêtre, ça a plus de pouvoir qu'un policier municipal ? Oui, effectivement. Alors, le garde champêtre, c'est un agent de la force publique comme la police municipale, hormis la grosse différence, c'est que nous ne sommes pas ABJA. On n'est pas limité par la procédure pénale à la simple constatation d'infraction. En matière d'environnement, on a les mêmes prérogatives que les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité ou de l'ADREAL, enfin n'importe quel agent d'État inspecteur de l'environnement. Donc du coup, ce qui nous permet d'avoir des capacités d'enquête dans tout ce qui va être atteinte à la propriété. Ça, c'est ce qui est l'article 24 du Code de procédure pénale. Mais au Code de l'environnement, on arrive à pouvoir procéder à des convocations, auditions, saisies, perquisitions,
dans le cadre de dépôts sauvages, justement, on est sur de l'atteinte à l'environnement et sur de l'atteinte à la propriété. Et tout à l'heure, on parlait de propriété agricole. On peut prendre la plainte du cultivateur qui est victime de dépôts sauvages. Et justement, après, l'enquête, c'est nous qui la menons de A à Z et avec une possibilité de transmettre directement au parquet. Oui, alors comme le dit votre président de la Fédération nationale des gardes champêtres, qui est derrière vous, vous êtes la police, par essence, la police de l'environnement de proximité. Oui, c'est ça, c'est la police du maire, la police de l'environnement du maire, en fait. Donc on reste des agents territoriaux comme les policiers municipaux, mais placés sous l'autorité du maire. Vous êtes armé? Oui, pour moi, oui. Et un policier municipal a besoin d'une autorisation du préfet, mais pas un garde champêtre pour porter une arme. Non, ça c'est la grosse différence. Nous, il suffit juste d'un arrêté municipal du maire ou du président de l'EPCI d'armer son garde champêtre de n'importe quelle catégorie d'armes. Une fois qu'on a validé la formation, voilà, c'est... Et puis, votre spécificité également, vous l'avez évoqué dans la réponse précédente, vous travaillez à Saint-Quentin, donc dans l'Aisne, avec un parquet spécialisé. Effectivement, en 2021, on a mis en place le premier parquet spécialisé de la cour d'appel d'Amiens. Donc ça a été en test pendant 1 an, c'est-à-dire qu'on traite directement, sans passer par un officier de police judiciaire, nos procédures. Donc on a une substitut qui est en charge des contentieux spécialisés. Lors de la constatation d'un dépôt sauvage, et une fois qu'on a retrouvé les éléments, on lui fait un petit message sur une boîte spéciale. Elle nous accorde tous les actes d'enquête, même si on a la possibilité de saisir les camions, un camion qui a des bénés. Pour ma part, je suis à 4 camions de saisie sur la totalité. On va amener la procédure après audition au parquet directement, et ce qui permet d'avoir une réponse pénale assez rapide. Et les élus sont heureux, justement. Ce qu'ils veulent, c'est des sanctions pénales rapides. Guy Geoffroy, dans votre situation, c'est-à-dire celle de maire de Compsaville, quel est le paysage en termes de déchets, de dépôts sauvages, de contraventions? Combien de taux d'élucidation? Bon, le paysage sur ma commune est guère différent de celui dont parlait Blandine tout à l'heure, et globalement on retrouve des constantes, que l'on soit franchement rural, franchement urbain, ou semi-rural, semi-urbain, on a des constantes. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des menus solutions qui quelquefois peuvent faire progresser. Je prends un exemple. Ma commune est desservie, comme Mitry-Mory d'ailleurs, par l'autoroute francilienne. Et il y a une sortie d'autoroute qui donne sur un plateau agricole à 2 km de l'entrée de ma commune. Et pendant longtemps, on a constaté que sur un petit chemin qui menait à une des fermes de ce plateau agricole, il y avait des dépôts sauvages la nuit. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a planté sur 200 mètres de part et d'autre de ce chemin, à l'entrée de ce chemin, on a planté. Si bien qu'on repoussait franchement à l'intérieur du chemin, qui est il est en sens unique, et puis il arrive à la ferme, la possibilité de déposer, et on a fait le constat que plus aucun dépôt sauvage à cet endroit, parce que quand on est à l'intersection de la route départementale et qu'on peut rapidement reprendre l'autoroute francilienne, eh bien, allez, on fait son affaire, on vide et on repart. Quand il faut aller à 200 mètres et éventuellement se retrouver, pourquoi pas, en difficulté pour faire son demi-tour, on ne le fait plus. Je prends cet exemple parce qu'il est symptomatique des micro-solutions qui peuvent améliorer les choses. Et je voudrais évoquer, puisque c'était la préoccupation de notre collègue, ce que nous allons bientôt faire en Seine-et-Marne, puisqu'on va bientôt signer en Seine-et-Marne un protocole entre l'association des maires du département que je préside, avec le conseil départemental, parce qu'il y a des routes départementales qui sont concernées, et les 3 parquets
on va signer un protocole de lutte le plus en amont possible contre les dépôts sauvages, qui va permettre pour les maires qui le souhaiteront, parce que ça c'est une autre affaire, c'est un peu complexe, de remettre au goût du jour ce qu'on appelle la transaction municipale, ce qui va permettre aux maires, officiers de police judiciaire, on nous le remet tellement souvent sur le nez que cette fois-ci on va pouvoir utiliser pleinement cette possibilité, sous le contrôle et à la demande du procureur, on va pouvoir proposer, quand on aura mis la main sur ce joyeux de riz qui s'est permis de nuire à l'environnement, on va lui proposer une transaction municipale, c'est-à-dire une mesure d'alternative à des poursuites par le parquet, qui sont le grand amont de ce que le parquet va pouvoir faire, le parquet lui-même mettant en place avec nous des mesures alternatives. Pourquoi ? Pour que la personne convaincue d'avoir fait ce dépôt sauvage, qui refusera la transaction municipale, qui ensuite refusera l'alternative aux poursuites proposées par les magistrats du parquet dans les 3 parquets de notre département, se retrouve devant le juge du siège avec un bagage un peu plus lourd, avoir refusé la main tendue par le maire, avoir refusé la main tendue par le parquet. La plupart du temps, il sera plus difficile d'obtenir du juge du siège d'être reconnu totalement à l'écart de ce qui s'est produit. Donc, en prenant les choses très en amont, en relais immédiat de la sensibilisation dont on parlait, ce protocole que nous allons mettre en place et qu'on pourra faire connaître à toutes celles et tous ceux qui souhaitent discuter avec leur parquet respectif de ces possibilités, on va, je pense, gagner de l'amont, et gagner de l'amont, c'est gagner en efficacité. David Nebor, quelle relation avez-vous justement avec la justice, avec le parquet ? Alors bien entendu, la sensibilisation ne suffit pas. Donc il nous a fallu dans un premier temps étendre nos moyens pour pouvoir couvrir la population en termes de surveillance par des moyens de caméras, des caméras mobiles, on les a appelées caméras chasseuses, et puis aussi des caméras intelligentes. Par l'intelligence artificielle, une société Visia qui est notre partenaire aujourd'hui sur Petit-Bourg. Et l'augmentation de la surveillance permet de prendre des hommes et des femmes la main dans le sac, je suis tenté de dire. Et nous avons voulu aussi, bien entendu, se donner des moyens humains, c'est-à-dire avoir plus d'agents sur le territoire, donc augmenter l'effectif de la police municipale, renforcer l'encadrement de la police municipale, se donner des moyens pour pouvoir affecter les agents de surveillance de la voie publique à des missions environnementales et d'urbanisme, et ensuite rencontrer justement le procureur de la République pour être certain de la suite pénale qui sera donnée. Donc ce sont des contraventions importantes, un nombre de contraventions importantes, mais c'est surtout les contraventions administratives que nous venons de valider par délibération du conseil municipal. Entre 500 et 1400 euros. Absolument, pas 1400, entre 500 et 14 000 euros. Et ça concerne particulièrement les professionnels voyous. Voilà. Les résultats sont effectifs. Nous avons aujourd'hui diminué un nombre de dépôts sauvages en zone naturelle de Petit-Bourg, puisque Petit-Bourg, c'est 70% de forêt départementale, le parc national, et Petit-Bourg, c'est une zone urbanisée qui est aussi une zone verte. Monsieur le maire, dans votre commune alsacienne, quelle relation également avec la justice, avec son représentant ou ses représentants dans le département du Haut-Rhin ? Alors moi, en tant que maire, j'ai signé des procédures de rappel à l'ordre avec la procureure de Mulhouse, mais dans ce lien entre maire et le parquet. Et au-delà de ça, avec la casquette de président de la Brigade Verte, on a également des conventions qui sont signées entre la Brigade Verte et le parquet de Mulhouse et le parquet de Colmar, ce qui permet d'impliquer l'ensemble des communes adhérentes dans ce processus-là. Donc il y a un lien forcément très étroit entre tout cela, puisque je le disais tout à l'heure, le syndicat de la Brigade Verte, la commune adhère, par là transfert pas de compétences, mais le pouvoir de police du maire est sur tous les agents de la Brigade Verte qui interviennent 365 jours par an, 7 jours sur 7, sur des plages horaires de 8h à 21h, 22h, 23h selon la saison. Mais en réalité, quand le syndicat s'engage, c'est les communes derrière, par leur adhésion, qui sont aussi impliquées dans les processus, que ce soit le lien avec l'État, les liens avec la justice. Romain Janson,
Vous me disiez également en préparant ce rendez-vous que depuis le 1er janvier, vous aviez enregistré sur votre territoire 110 dépôts sauvages d'amiante, d'ordures, d'encombrants. Quel est le taux également d'élucidation ? Alors sur le taux, cette année, je suis à peu près à un peu plus de 50% d'identifiés. Alors identifier, c'est déjà de retrouver l'origine du déchet. Donc c'est pas forcément le propriétaire des déchets qui a déposé. Mais dans tous les cas, il reste propriétaire de son déchet, même si ce n'est pas lui. Donc moi, je suis sur à peu près 55% d'élucidés. Et donc, si c'est élucidé, c'est condamné. Voilà. Sylvain Guinaudi, vous avez exploré, ou vous aimeriez qu'on explore une piste en disant pourquoi les déchetteries n'accueilleraient pas gratuitement les déchets des professionnels ? Alors moi, je n'ai pas exploité cette voie-là. C'est une idée en tout cas. En tout cas, c'est les professionnels qui aimeraient que ça soit bien étudié. Ça, je l'entends bien. C'est un problème de responsabilité. Il faut qu'à un moment donné, on peut faciliter les choses, mais il faut être en responsabilité. Rappelez que les déchetteries dites communales, qui sont en fait intercommunales ou par des syndicats, sont financées par l'impôt du contribuable. Et on ne peut pas demander à l'impôt du contribuable de payer 2 fois. Une fois au titre de l'éco-contribution qui doit permettre de pouvoir traiter le déchet, et une autre fois quand il accueille les déchets des professionnels. Et j'allais même dire une 3e fois quand l'artisan ou le commerçant fait payer la gestion des déchets dans la facture qu'il a remis. Moi, je pense qu'il doit avoir une responsabilité. Et la responsabilité, c'est ceux qui mettent sur le marché. Le fabricant de parpaings, le fabricant de plâtre, de tuyaux, qui doit assumer de pouvoir reprendre les déchets, même 15 ans après, dans la filière qu'il aura mis en place. Et ce qui est en train d'être mis en place, c'est de pouvoir ramener les déchets à l'endroit où ils ont été consommés, achetés. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Il y a une filière qui est en train de se mettre en place, la filière PMCB, c'est un petit peu complexe, mais qui doit permettre d'accueillir les déchets des professionnels à l'endroit où ils ont été achetés. Donc théoriquement, le mur en parpaing démoli, mis dans le chemin rural, potentiellement verbalisé par la Brigade Verte, peut directement aujourd'hui revenir sur le metteur en marché, gratuitement. C'est ça. Donc ça, on a besoin de l'accompagner, de le faire savoir. On a besoin de le faire savoir par les chambres consulaires et par les professionnels vers les professionnels, mais aussi auprès des élus locaux et aussi auprès d'eux. Alors je ne dis pas qu'on va stopper, mais il y a une solution pour pouvoir éviter qu'on ait ce type de solution. Mais je le redis, et mon collègue à côté l'a dit, à condition qu'on identifie bien des professionnels pour les ramener. Et ce que l'on a aujourd'hui dans nos chemins ruraux, dans nos champs, c'est du déchet qui est arrivé là dans des filières de construction, de déconstruction, sur des profils professionnels qui ne sont pas tout à fait ceux qui ont un SIRET, un numéro de TVA, etc. etc. Et vous situez où l'évolution, le changement ? À un moment donné, on a constaté l'augmentation des déchets sauvages quand il y a eu un changement de statut professionnel avec l'arrivée sur le marché des auto-entrepreneurs. Voilà, il faut appeler les choses très clairement, il ne faut pas se cacher derrière nos petits doigts, on est en responsabilité quand on est élu, et c'est une difficulté. Et le fait d'assurer le coût du déchet, les entreprises qui sont hyper bien organisées, c'est pas un sujet, ça se passe bien d'ailleurs, il le prévaut en anticipation. On a le sujet de l'auto-entrepreneur, où effectivement les marges ne sont peut-être pas les mêmes, et si on peut gagner 2 fois, on gagne 2 fois. Voilà, donc il y a un sujet qui est de dire soyons vigilants et identifions bien quand on rentre en déchetterie que on a tout pédigré. Effectivement, quand vous êtes une collectivité, le professionnel qui se déclare, c'est effectivement immédiatement croisé avec les fichiers étatiques. Voilà. Madame Blandiot-Farid, vous allez quasiment clore cette première séquence. Vous constatez les mêmes phénomènes. Et donc, après les mots, quelle solution ? Dans votre commune, à Mitry-Mory, les déchets inertes sont devenus des collines. Oui. On fait quoi ? Alors, je ne sais pas si pour cela on peut appeler ça de la délinquance, mais effectivement, Guy Geoffroy le rappelait en introduction, dans le nord de la Seine-et-Marne, on accueille 80% des déchets inertes de toute l'Île-de-France. Parce qu'effectivement, il y a des terrains disponibles et donc on accueille ce que moi j'appelle aussi de la pollution subie, parce que ces déchets inertes ne sont pas produits sur notre secteur, mais ils arrivent tous au même endroit. Et c'est aussi une question parce que la délinquance environnementale, en dehors des dépôts sauvages qui nous pourrissent la vie
c'est clair, c'est aussi la pollution des sols, de l'eau, de l'air, et qui peuvent être, elles, institutionnalisées, et sur laquelle il faut qu'on se pose un certain nombre de questions et qu'on réglemente aussi pour que ce soit équitablement réparti sur les territoires, parce que la question de la santé de nos citoyens, elle est aussi importante. Et je ne sais pas, dans 10 ou 20 ans, si on se rendra bien compte de ce que produisent ces stockages de déchets par milliers de tonnes aux abords des villes dans lesquelles on vit. Voilà, donc c'est aussi une question supplémentaire. C'est pas tout à fait la question des dépôts sauvages qu'on a traité pendant ces quelques dizaines de minutes, mais c'est aussi une question qui s'agrège aux questions de police du maire et de qualité de vie et de prévention de la délinquance environnementale. Une toute dernière question. Allez, Maxime Bleitzunk. Vous vous dites, vous, jeune maire, enfin, homme jeune et maire, c'est insoluble, ce problème? Non, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut, si je suis jeune et que je suis engagé en politique, c'est que j'y crois et que je suis optimiste. Donc je pense qu'il faut mettre tous les moyens, toutes les forces aussi, que ce soit les liens gendarmerie, brigade verte, police municipale, et doter aussi, et là je parle aussi en tant que président de la brigade verte, c'est de permettre aussi aux gardes champêtres d'avoir toutes les capacités et toutes les compétences pour accomplir leur mission. Moi, je ne veux pas que les gardes champêtres restent les dernières roues du carrosse quand on obtient des choses au niveau de la gendarmerie, de l'OFB ou des polices municipales, que les gardes champêtres puissent aussi être au même niveau pour des possibilités d'intervention, que ce soit sur le code rural. On sait qu'on ne peut pas, le garde champêtre n'est pas compétent en la matière. C'est pas normal. Alors qu'au quotidien, et c'est ça, on se ramène toujours au quotidien, c'est des relations sur le terrain avec nos concitoyens, mais toujours main dans la main avec gendarmerie, les autres forces de police et de gendarmerie. Et c'est important que tout le monde soit main dans la main pour surmonter ces phénomènes-là. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième séquence ou à une autre question qui nous réunit et qui concerne les rapports et les attentes fortes des maires et des élus avec les services de l'État que vous représentez, messieurs. Donc, messieurs, Vincent Coissard, vous êtes sous-directeur déchets et économie circulaire au ministère de la Transition écologique et solidaire. Olivier Thibault, vous êtes directeur général de l'Office français de la biodiversité, dont vous assurez la police, évidemment, de l'environnement, bien entendu, et a pris le micro, et c'est à lui que je voulais le donner, donc c'est parfait. Le général Sylvain Noyau, et vous commandez, mon général, le Cézanne. 1 an d'existence, alors mode d'emploi du Cézanne. Mode d'emploi du Cézanne. Bon, tout d'abord, un grand merci à l'AMF pour cette invitation à participer à cette table ronde qui révèle bien quelles sont les préoccupations des élus, parce que le titre de la table ronde, c'était « Délinquance environnementale, être efficace ensemble », et on a vu le centre de gravité qui était immédiatement dirigé vers le sujet des dépôts sauvages et des déchets, qui sont une préoccupation forte, comme on le sait. Alors, le mode d'emploi du Cézanne, en fait, le Cézanne, il a été créé il y a 1 an par le directeur de la gendarmerie pour mobiliser l'ensemble des gendarmes sur le sujet des contentieux environnementaux. Parce que, au regard des enjeux qui sont portés provoqués par les atteintes à l'environnement, au regard de la préoccupation que ça représente pour les élus et par nos concitoyens, la gendarmerie, depuis 2020, a fait de la lutte contre les atteintes à l'environnement une des priorités fortes de son action. Alors, elle s'est déclinée en 3 temps, cette priorité. Le premier temps, c'était la création d'un commandement spécial, le commandement pour l'environnement, qui a vocation à mobiliser les 100 000 gendarmes sur ces atteintes, la lutte contre ces atteintes à l'environnement, avec là aussi un centre de gravité qui a été notamment tourné vers les élus, qu'on a placé au cœur de notre dispositif. Et d'ailleurs, on a recruté un élu qui fait partie des équipes du Cézanne, c'est M. Arnaud Dupontier, qui est ici et qui sera présent pendant tout le séminaire sur le stand de la gendarmerie, donc pour prendre en compte les préoccupations des élus, prendre en compte leurs attentes
prendre en compte leurs besoins et pas arriver avec nos propres solutions. Et leur fournir une boîte à outils? Alors, leur fournir une boîte à outils, je peux l'évoquer tout de suite. Alors, il y a beaucoup de, si vous voulez, il y a beaucoup d'outils qu'on développe. Alors, juste avant la boîte à outils, ça a été également, on a une unité spécialisée dans la lutte contre, pour les enquêtes judiciaires de haut niveau en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement. Et donc, on a doublé les effectifs depuis 2020. Et surtout, et notamment, c'est intéressant pour les élus, on a formé 4000 gendarmes sur le terrain qui sont les référents auprès des élus pour répondre à leurs préoccupations et pour lutter contre ces atteintes à l'environnement. Alors, je peux, si vous me laissez le micro, mais je vous laisse le micro quelques secondes. Eh bien, avec grand plaisir. Sur les outils, en fait, on a déjà, on a voulu, et ça a été des échanges forts qu'on a eus avec des élus, avec l'AMF, avec Monsieur Dumontier, c'est des outils qui soient concrets et qui soient pragmatiques, qui peuvent servir aux élus. Et ces outils, on les a développés dans 3 directions. Le premier, c'est des formations, parce qu'on pourrait y revenir, mais c'est traiter les contentieux environnementaux, c'est complexe, et notamment les déchets. Les déchets, c'est 200 infractions qu'on trouve dans plusieurs codes. Donc c'est une certaine complexité, il y a un besoin de formation. Ces formations, c'est des guides qu'on a insérés dans l'application Jean d'élus, que tous les élus peuvent télécharger. C'est des formations en ligne et c'est depuis la semaine dernière des formations qu'on effectue sur le terrain en lien avec les associations départementales, des maires et des élus locaux. C'était dans le Tarn avec une centaine d'élus la semaine dernière, M. Dumontier y était. C'est dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes de Haute-Provence au cours du mois de décembre, et on va ainsi continuer. Le deuxième outil qu'on fournit aux élus, c'est les aider dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et au regard de leurs compétences. Et notamment, on met à leur disposition un certain nombre de modèles de procès-verbal de constatation, de lettres de mise en demeure, d'arrêtés de mise en demeure, d'arrêtés de prise d'amende administrative, d'arrêtés de consignation de sommes pour les personnes qui sont mises en cause. Donc un certain nombre d'outils à leur disposition et qu'on trouve également sur l'application Jean d'élus, avec l'objectif d'avoir... Alors je suis un petit peu long, pardon, mais vous m'avez posé plusieurs questions. Non, mais... je vous laisserai le micro ensuite. La volonté, c'est d'avoir un guichet unique. C'est-à-dire qu'on puisse trouver à la fois les outils de formation, les outils comme ceux que je suis en train d'évoquer, à partir d'un point unique qui est cette application que chacun peut télécharger sur son téléphone, smartphone ou iPhone. Donc des outils qui servent directement pour les élus dans l'exécution de leurs attributions. C'est également, et là on est en train d'expérimenter et on va le généraliser à partir de 2025, ce qu'on a appelé un diagnostic environnemental. L'idée, c'est de prendre contact avec les élus et le gendarme, enquêteur environnement, les 4000 gendarmes que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, c'est prendre contact avec l'élu et effectuer avec lui une cartographie, non pas de la biodiversité, comme ce que fait l'Office français de la biodiversité, mais une cartographie des zones sur lesquelles on est susceptible, et on l'évoquait tout à l'heure, vous l'évoquiez dans votre commune, des zones dans lesquelles on est susceptible d'être confronté à des atteintes à l'environnement et d'identifier la nature de celles-ci. Et ce n'est pas simplement faire un constat, c'est ensuite, ensemble, avec l'élu, d'imaginer des recommandations, comme les mesures que vous avez prises sur votre commune, mais également imaginer des appuis qui peuvent être des services coordonnés, parce qu'on a identifié que c'était tous les vendredis soirs que des artisans malveillants venaient déposer des dépôts à tel endroit, et donc à ce moment-là, on monte un service pour les interpeller. Et le dernier type d'outil, vraiment je vais être très court parce que j'ai été un petit peu long, le dernier type d'outil, c'est le partage des bonnes pratiques. En fait, on constate, en allant sur le territoire, moi j'ai visité 20 départements depuis le début de l'année, Arnaud en a visité autant, à chaque fois on revient avec des bonnes pratiques. Eh bien, sur cette application EnviroGendre toujours, ce qu'on souhaite, c'est remonter ces bonnes pratiques et ensuite les partager avec tout le monde pour progresser ensemble et pouvoir s'inspirer de telle réalité qui correspond à tel territoire ou à telle difficulté.
Deux réflexions, mon général, c'est que vous devez être un homme efficace parce que vous avez obtenu des postes budgétaires supplémentaires, donc des renforts. Et la deuxième chose, c'est que le général qui commande, Bonneau, qui commande désormais la gendarmerie nationale, eh bien, lors de sa première intervention publique auprès de ses officiers supérieurs, a fait de la délinquance environnementale une de ses priorités. C'est ça, donc dans le prolongement de ce qu'avait fait son prédécesseur. Absolument. Donc c'est vraiment... Vincent Coissard, à propos d'outils, vous me disiez que des outils sont prévus également à destination des maires dans la loi anti-gaspillage. Tout à fait, et d'ailleurs je pense que ça a été bien dit par les témoignages d'élus locaux. Il n'y a pas une solution miracle ou un seul outil qui doit être mis en place, mais c'est vrai que la problématique des dépôts sauvages, au-delà du fait qu'en termes de typologie, ça va aller du petit mouchoir jeté au sol de manière volontaire ou involontaire, à l'énorme dépôt sauvage qui prend des dimensions tout à fait catastrophiques, au petit dépôt sauvage d'encombrant de monsieur et madame tout le monde qui ne sait pas quoi faire de son armoire. Et évidemment, on ne va pas du tout pouvoir gérer de la même manière, on va dire, le dépôt sauvage ponctuel par un particulier qui est allé assez vite parce qu'il voulait rapidement débarrasser son appartement, du dépôt sauvage, on va dire, plus organisé, soit par un artisan peu scrupuleux qui a trouvé un endroit bien pratique pour déposer les déchets de chantier, voire, et ça a aussi été signalé, des réseaux organisés là, pour faire du commerce de déchets illégaux. Pour cela, il faut à la fois faire de la prévention, et la prévention, ça passe non seulement par de la sensibilisation, et ça a bien été dit, mais aussi par le développement des points de collecte. Alors, il y a toujours un débat de savoir, est-ce que c'est forcément la collectivité qui doit ouvrir ses portes aux déchetteries publiques ? Comme ça a été bien dit, dans certains cas, oui, quand on peut considérer que c'est des déchets assimilés, mais pas forcément, la collectivité n'a pas à prendre en charge tous les déchets d'activité économique. Et c'est pour ça que, notamment dans le cadre de la filière du bâtiment, même si elle a beaucoup de mal à se mettre en place, il y a un focus très particulier qui a été mis sur les distributeurs, puisqu'on peut partir du principe que sur un chantier, on a besoin de matériaux. Donc pour acheter ces matériaux, si au même endroit on peut déposer ses déchets sans avoir à justifier de son numéro de TVA, de son numéro de SIRET, parce qu'effectivement il faut aussi prendre en compte cette réalité de terrain, il faut vraiment simplifier la collecte. Après, il faut aussi donner envie aux élus d'y aller, et donc il faut avoir des outils relativement simples. Je pense qu'effectivement le partage d'expérience est important, et je pense que d'avoir un lieu unique où on peut retrouver l'ensemble des éléments est important. Point aussi qui est non négligeable, c'est qu'avant la loi anti-gaspillage, quand il y a des amendes qui étaient faites par les collectivités, ça allait dans les caisses de l'État, ce qui n'est pas forcément très incitatif pour les collectivités. Une des grosses évolutions, c'est qu'une partie de ces amendes maintenant alimente le budget de la collectivité, puisque effectivement ça coûte de l'argent, ça a bien été dit, c'est qu'il y a un moment, déjà la prévention, le développement de points collecte, ça coûte de l'argent, mais aller rechercher les auteurs des faits, une fois qu'on a du dépôt sauvage, ça demande encore plus de moyens humains. Alors on pourra revenir, si vous le souhaitez, après sur les outils plus spécifiques, mais il faut financer ça. Il y a les REP qui peuvent être une solution pour prendre en charge, on va dire, le traitement des déchets, mais la recherche des contrevenants, toute la procédure, qu'elle soit administrative ou pénale, qui devra s'en suivre lorsqu'on les aura identifiés, ça, il faut des moyens. Olivier Thibault, vous êtes donc le directeur général de l'OFB, 1700 inspecteurs de l'environnement, vous êtes présent dans l'ensemble des départements métropolitains et une grande partie de l'outre-mer. Quels sont les résultats que vous obtenez ? Les résultats. Bon, déjà, merci à l'AMF de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, j'y suis très sensible. Et je voudrais juste dire avant, et je vais répondre à votre question après, dire que je trouve que vous utilisez des mots forts, hein, délinquance environnementale. Moi, dans ma vie de tous les jours, je constate sans arrêt à quel point nous n'avons pas conscience de ces impacts. Et le mot délinquance est un mot très fort, et d'ailleurs qu'on reproche souvent à l'OFB. Hein, mais est-ce qu'il vous convient ? Moi, je pense que c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que on parle de notre environnement, et ce qui est finalement un bien commun gratuit
dont on n'a pas conscience et qu'on est en train de dilapider parce qu'on ne le regarde pas. Et quand vous commencez à réfléchir que l'eau que vous buvez, l'air que vous respirez, la nourriture que vous mangez, c'est directement en relation avec cet environnement, et qu'on laisse des gens, par inconscience, par flemme, par négligence, le polluer, c'est un sujet qui est majeur, et c'est un sujet de temps long, contrairement à tous nos sujets de temps très court. Donc c'est doublement difficile. Et moi, je vois tous les jours des maires qui sont désemparés, notamment pour la protection de leur captage d'eau potable, où on constate une fois que c'est pollué, et une fois que c'est pollué, c'est quand même très difficile à corriger, des sujets de risque, des sujets d'aménagement du territoire, des sujets de pollution, y compris avec ces dépôts sauvages. Donc oui, c'est des sujets importants, je pense que le terme est le bon, mais je vois que c'est pas rentré dans l'inconscient populaire. Je vois souvent des gens qui disent il y a le droit, le vrai droit qu'il faut respecter, puis il y a le droit qu'on fait quand on est suffisamment riche, on a le temps, etc., dont l'environnement. Donc merci, c'est très important. Alors, vous avez dit on est 1700 inspecteurs de l'environnement. Alors, on est beaucoup plus vieux que le Cézanne, mais on est encore jeune, puisque nous, on n'a que 4 ans à l'OFB. Mais bon, c'est la fusion de plein d'opérateurs, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Conseil supérieur de la pêche, l'Agence des aires marines protégées, l'Agence française pour la biodiversité, Parcs nationaux de France. Donc, on a fait notre lot de fusion, vous voyez, pour essayer d'être le plus efficace possible. Donc c'est à la fois beaucoup et en même temps c'est très peu, parce que par rapport aux 4000 correspondants du Cézanne, aux 100 000 gendarmes, etc., 1700 inspecteurs d'environnement un peu partout, c'est des petites équipes diversifiées. Et donc on essaye d'être le plus pragmatique possible et de travailler sur les enjeux et d'être complémentaires. Et pour moi, l'enjeu principal dans l'organisation de l'OFB aujourd'hui, c'est comment trouver les bonnes complémentarités et interactions. Je veux dire, quand il y a des gardes champêtres, je veux dire, nous, on est ravis. Je veux dire, ça permet de s'appuyer sur des gens dans le territoire, compétents, etc. Mais non, mais il faut le dire. Et il faut qu'on soit complémentaires et certainement pas concurrents. Quand on a des sujets un peu difficiles, on travaille en très bonne collaboration, notamment avec le Cézanne. Dès qu'il y a du trafic, nos inspecteurs de l'environnement sont des experts de l'environnement. Et tout le monde l'a dit, le droit de l'environnement est quand même super compliqué. On travaille sur plein de codes, avec des réglementations qui évoluent sans arrêt. C'est pas très lisible. On cherche plein d'adaptations de partout, donc c'est encore moins lisible. Et donc on a besoin de gens qui comprennent, qui sont capables de l'expliquer, et qui derrière, dès qu'on commence à avoir du trafic ou des choses un peu organisées, vont aller chercher les gens qui savent travailler sur les trafics. C'est notamment le cas du Cézanne. Donc cette complémentarité est pour nous très importante. Oui, on a des résultats. La preuve, c'est qu'on se fait challenger pas mal en ce moment dans les médias parce que des fois, on est un peu trop efficace. Des fois, on ne l'est pas assez. Moi, je constate aujourd'hui que la biodiversité continue à s'éroder, que l'eau est de plus en plus polluée, que nous n'arrivons pas à stopper l'effondrement de la biodiversité. Et donc, oui, on a du boulot à faire. On peut se dire que c'est pour les petites fleurs, c'est pour notre environnement à tous, puisqu'on dépend tous de cet environnement. Et donc, je pense qu'il faut aller plus fort. Et comme en plus, juste pour finir, c'est pas quelque chose qui marche dans l'économie de marché, je pense que c'est typiquement des domaines où il faut de l'argent public, de la puissance publique pour pouvoir derrière apporter les réponses. Vincent Coiffard. Oui, je pense que la complémentarité, elle est essentielle. Par exemple, tout à l'heure, il était cité les problématiques des régions frontalières. Et le Code de l'environnement, de manière générale, sur le droit de l'environnement est extrêmement complexe. Et par exemple, là, on va devoir utiliser des outils très spécifiques et en collaboration avec les élus locaux, avec les services de gendarmerie, avec les services des douanes, avec les services du pôle national des transferts transfrontaliers, pour utiliser justement des outils qui vont être adaptés à chaque menace. Après, ce qu'il faut aussi avoir toujours en tête, c'est la question de temporalité. C'est que si on veut notamment remonter un peu des réseaux organisés, ça va nécessiter du temps d'enquête, des fois de geler le dépôt sauvage, et ce qui ne va pas forcément être compatible des fois aussi avec la volonté de nettoyer rapidement, soit parce que ça entraîne une gêne visuelle, soit parce qu'on peut avoir des vrais risques vis-à-vis de l'environnement. Parce que c'est vrai, on se dit, un bout de bois, un bout de plâtre dans la forêt, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on peut aussi avoir des déchets dangereux. On peut avoir des frigos avec des fluides frigorigènes qui, souvent, si on va retirer le compresseur, partent à l'atmosphère et ont des conséquences très néfastes sur l'environnement. Donc il va falloir en plus, généralement, trouver le bon équilibre entre éliminer le dépôt sauvage ou essayer de remonter sur des réseaux beaucoup plus vastes.
On a évoqué, et on évoque depuis tout à l'heure, à travers des acteurs de ce dossier, ceux qui travaillent au quotidien. Précisons aussi que la police forme dans les services de police judiciaire des enquêteurs à la lutte contre les atteintes à l'environnement. Que faut-il, messieurs, selon vous, du répressif et du préventif? C'est une question assez scolaire, hein, bien entendu. Allez-y, monsieur le directeur général. Il ne faut pas les opposer. Enfin, moi, ce que je vois dans le domaine de l'environnement, on a plein de gens qui n'ont pas conscience des impacts des actions qu'ils font. Donc, il faut éduquer, sensibiliser, former, informer. Je pense que ça commence par l'école. Hein. Je veux dire, on fait des aires éducatives qui marchent très bien, qui permettent de se rendre compte de ce que c'est que gérer un petit domaine, de gérer les déchets, d'enlever les déchets et de construire ça dans le temps. Donc oui, il faut prévenir. Il y a un point qu'on n'a pas tellement abordé encore et qui me paraît très important, c'est arriver à jongler efficacement entre le judiciaire et l'administratif. Et ça, c'est quelque chose... Peu de gens, finalement, comprennent la différence entre les deux, hein, alors que c'est quand même fondamentalement différent. Et donc, quand on peut réparer une infraction, souvent, la partie administrative est plus efficace. C'est-à-dire, quelqu'un l'a dit, on fait une mise en demeure, on demande de réparer, et ça permet de résoudre l'impact sur l'environnement, puis ça coûte souvent un peu d'argent. C'est une bonne leçon, c'est souvent le plus efficace. Il y a d'autres fois, quand vous avez détruit quelque chose de manière définitive, réparer se fait pas bien, là le judiciaire a du sens parce qu'il faut aussi de la preuve par exemple, etc. Et jongler entre eux et utiliser efficacement ces deux leviers qui sont très différents est pour moi quelque chose d'important qu'on a du mal aujourd'hui, je trouve, à utiliser pleinement. Et pour ça, derrière, ça renvoie vers des problèmes de compétences, des problèmes de lien entre l'amont et l'aval. C'est vrai que pour ceux qui font des constats, bon, comme les inspecteurs de l'environnement, les gendarmes, les gardes champêtres, on a besoin de ces relais vers ceux qui vont pouvoir faire des suites administratives, et c'est en l'occurrence les services de l'État et des fois les services des mairies. Ça, c'est un point qui pour moi est très important. On en revient à la complémentarité. Et oui. Et expliquer, et si ça ne marche pas, il faut quand même faire de la répression, parce que c'est comme, tout le monde pense aux excès de conduite, excès de vitesse quand on conduit. Tant qu'il n'y a pas de sanction, bon, on se dit c'est pas si grave que ça, on le fait. Dès qu'il y a une sanction, pas forcément importante, on y commence à faire attention. Sur l'environnement, c'est un peu pareil. Hein. En général. Oui, la question que vous posiez, elle revenait à l'efficacité du dispositif. Et effectivement, l'efficacité, déjà, c'est d'avoir un cap et d'être mobilisé sur le sujet. Parce que, comme le disait M. Thibault, la délinquance environnementale, c'est moins automatique que la lutte contre les délinquances habituelles, le banditisme traditionnel ou les infractions auxquelles on a l'habitude d'être confronté. Et ce cap, il est donné au plus haut niveau de l'État, puisqu'il faut savoir que depuis 2022, renforcer la lutte contre les atteintes à l'environnement, c'est une politique prioritaire du gouvernement qui nous associe. D'ailleurs, on travaille très régulièrement ensemble avec le ministère de l'Environnement, ses directions, mais également ses opérateurs, comme l'OFB, comme l'ONF. C'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de la Justice, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le secrétariat d'État à la mer, et c'est le ministère des Finances, parce que les douanes aussi ont des compétences sur le sujet. Et vous parliez tout à l'heure de transfert transfrontalier de déchets. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation. Cette mobilisation, croyez-moi, elle existe. On nous demande de travailler ensemble et de proposer des solutions concrètes et d'avoir des résultats au niveau central et jusque dans les territoires. Et on mène véritablement une action coordonnée et de belles coopérations entre services. Le deuxième sujet, c'est un sujet de formation. On l'a évoqué, effectivement, c'est particulièrement complexe. Mais quand c'est bien exécuté et quand les pouvoirs et à la fois judiciaires et administratifs sont déployés dans de bonnes conditions, on a des leviers d'efficacité qui sont redoutables contre les délinquants. Le troisième levier, c'est un levier d'approche globale des sujets. Et c'est ce que disait M. Thibault, c'est faire de la prévention. Et pour le gendarme, ça veut dire d'être présent sur le terrain, de faire de la dissuasion. Ça veut dire faire œuvre de pédagogie quand on est face à un contrevenant pour lui expliquer les conséquences environnementales, pas simplement l'infraction, mais ce que ça veut dire derrière en matière environnementale, et ce que vous disiez, les enjeux environnementaux, c'est faire du contrôle. Et là aussi, expliquer le contrôle, le faire avec pédagogie pour essayer d'identifier les comportements illicites
qui nuisent à l'environnement, mais également pour décourager ceux qui voudraient s'y livrer. Et puis quand il faut, c'est la sanction, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit pénale, pour lutter. Et au travers de tout ça, un autre levier, c'est le levier, mais ça a été évoqué, c'est le levier de la coopération. Véritablement, aujourd'hui, on a des coopérations très solides entre services, on a des collaborations et des résultats vraiment fructueux dans le domaine de la police judiciaire avec l'Office français de la biodiversité, y compris dans le démantèlement des trafics, mais c'est également la coopération avec tous les acteurs. Et j'insiste, au cœur du sujet, il y a véritablement les élus, notamment sur ces sujets de déchets, où on doit travailler main dans la main pour mieux lutter contre ces infractions et additionner nos compétences et additionner nos prérogatives pour lutter contre ces différentes infractions. Vincent Cossard. Alors, bien évidemment, je m'inscris totalement dans dans les deux interventions précédentes. Peut-être pour éviter les redites et compléter, moi je dirais qu'il faut aussi que notre arsenal d'outils s'adapte aussi rapidement que les délinquants s'adaptent. Je vais utiliser deux exemples. Le premier, ça va être sur la prise en charge de ces dépôts sauvages. On a créé, dans le cadre de la loi anti-gaspillage, un nouveau dispositif via les filières à responsabilité élargie des producteurs. C'est un dispositif qui n'avait jamais été mis en place. Je pense qu'il faudra qu'on l'adapte pour voir qu'est-ce qui marche dans ce dispositif-là, qu'est-ce qui ne marche pas, pour le rendre efficace et utile. Autre exemple, là c'était à la fois dans le cadre de la loi qu'a créée l'OFB et complétée dans la loi anti-gaspillage, c'est qu'il y a encore 4 ans, on ne pouvait pas utiliser la vidéosurveillance pour justement prendre sur le fait les délinquants. Ce qui fait que, alors ça se faisait déjà sur le terrain, mais en cas de procédure, c'était un gros risque parce que utiliser un outil qui n'est pas autorisé, généralement, ça fait tomber la preuve. On a le même sujet aujourd'hui sur les caméras intelligentes. La loi ne permet pas l'utilisation d'une intelligence artificielle, donc il va falloir se poser la question, si on a des outils où on se rend compte qu'ils sont utiles, parce que quand on a 1000 images à identifier, parce que souvent la vidéosurveillance, c'est ce qu'elle fait, hein, elle prend tout ce qui bouge. Donc après, il faut qu'on arrive à identifier dans tout ce qui bouge qu'est-ce qui est vraiment un dépôt sauvage. Il faut sans doute aussi faire évoluer notre dispositif législatif ou réglementaire pour qu'il soit véritablement au service des élus et qu'on puisse passer du temps, non pas sur de l'analyse de milliers de photos, mais vraiment sur celles qui sont les plus utiles et qu'on puisse être sur le terrain. Olivier Thibault et puis mon général, complémentarité, c'est effectivement le mot-clé. Mais que vous disent au quotidien les élus? Quels reproches vous font-ils? Quel satisfecit vous apporte-t-il? C'est aux élus qu'il faut poser la question de ce qu'ils nous reprochent. Mais votre quotidien, il est fait de quoi? Mais je suis sûr qu'on aura des questions après sur le sujet. Non, mais ce qui est le plus difficile, en fait, c'est, pour faire très court et simple, il y a vraiment pas assez de contrôle pour les autres, souvent un peu trop pour soi-même. Et donc, il y a le sentiment qu'on ne va pas aller chercher les infractions aux bons endroits, et où en tout cas, il y a de l'incompréhension sur certains sujets. Donc, pour dire les choses très très simplement, sur les dépôts sauvages, nous, on va regarder s'il y a un impact environnemental sur une zone humide, sur un périmètre de captage, pour y aller, parce qu'on n'a pas les moyens, quand on a 15 personnes par département, de faire tous les dépôts sauvages de toutes les communes, de tous les départements. Ça, je vois énormément de frustration derrière ce genre de choses. Par contre, évidemment, quand on va aller regarder le rejet de la station d'épuration qui ne marche pas complètement bien, ça pose des difficultés. Quand on va regarder les traitements des phytos des agriculteurs pour protéger un captage, ça pose des difficultés aussi. Vous voyez ? Et donc, quand on est sur le temps long, sur des sujets structurants, on met en évidence des difficultés structurelles et objectivement, c'est pas simple tous les jours pour tout le monde. En général. Alors, pour répondre à votre question, en 2022, la gendarmerie a fait une étude de redevabilité auprès des élus de sa zone de compétence en posant 3 questions. Alors, certains d'entre vous ont dû recevoir cette étude. Les questions de cette étude, la première, c'est quels sont vos principaux sujets en matière de sécurité intérieure. La deuxième, c'est est-ce qu'on fait le job? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et le résultat de cette enquête de redevabilité, c'est que pour 62% des élus de la zone gendarmerie, le sujet de l'environnement et notamment des dépôts sauvages, alors je décline les dépôts sauvages, c'est également les véhicules épaves
qui sont des déchets dans les communes, c'est également les pollutions. Pour 62%, c'est leur premier sujet de sécurité intérieure, première préoccupation en tant qu'élu. Voilà. Alors ça rejoint une étude de l'ADEME, vous avez évoqué tout à l'heure 2019 avec cet événement tragique sur la commune de Signes. 2019, il y a une étude de l'ADEME qui disait que pour 90% des collectivités territoriales, les sujets environnementaux étaient une préoccupation majeure. Alors, on en a pris note, au-delà de tous les enjeux d'atteinte à la biodiversité, des dégâts qui sont graves ou voire irréversibles sur les écosystèmes, on a pris en compte ces préoccupations des élus, parce que les élus, enfin, c'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est quand même les catalyseurs, enfin, leur préoccupation, c'est quand même, c'est le catalyseur des préoccupations de nos concitoyens. Et on essaie d'y répondre du mieux possible, donc c'est tout l'investissement qui a été engagé, les efforts et la mobilisation qu'on a engagé. Alors moi je parle de la gendarmerie parce que c'est ce que je connais le mieux, mais les autres ont fait la même chose, et tous les efforts qui ont été engagés depuis 2019 pour répondre à cette demande, et on continue à avoir besoin de vos retours et tous les dispositifs qu'on met en place, et notamment je reviens sur cette application Jean d'élu, j'espère qu'à l'issue de la table ronde, si ce n'est déjà fait, vous l'aurez tous et toutes téléchargé, on vous permet d'évaluer tous les outils qu'on a mis à disposition, à la fois les fiches de formation, les outils type les modèles d'arrêté qu'on a mis à disposition. On vous permet de les évaluer et surtout de nous dire ce qui est bien ou pas bien. Donc véritablement, on veut progresser ensemble, et on veut progresser ensemble en vous proposant, en lien avec nos partenaires, des outils très concrets et très pragmatiques, parce qu'il faut que ce soit utile, il ne faut pas que ce soit joli. Donc je disais influent, mais également bon communicant. Nous allons passer aux questions avec la salle. Je vous propose, là, nous avons une bonne quinzaine de minutes de poser les questions. Alors je pense qu'il y a un quatrième micro, voilà, que vous avez. Et monsieur, voilà, a levé le doigt, et je vous remercie, parce que c'est toujours difficile qu'une première main se lève. Mais là, je pense que dans une telle assistance, il n'y a aucun problème. Oui. Alors, vous pouvez poser des questions qui sont toujours courtes, bien entendu, aux 7 et 9 personnes qui seront présentes, si vous voulez une réponse individualisée. Je vous en prie. Merci de me donner la parole. Édouard Chollet, maire de Barjac, c'est au nord de la ville de Nîmes, président d'un syndicat d'eau potable et maire de la commune de Barjac. Il me semble que parmi les alliés que nous pouvons avoir, il y a les associations sur lesquelles nous devons nous appuyer. Elles sont souvent donneuses d'alerte. Je prends pour exemple les polluants éternels qui ont été signalés par une association à côté de chez moi et qui sont le produit de Solvay. La réponse fut le 80 licenciements de l'entreprise Solvay pour résoudre le problème de la pollution. Donc, dans la délinquance, je suis bien d'accord pour qu'on poursuive l'auto-entrepreneur, mais on devrait aussi, et de manière exemplaire, poursuivre les grosses sociétés. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a de réponses particulières, mais c'est plutôt un témoignage, monsieur le maire, et je vous remercie. Alors, monsieur, puis monsieur. Voilà. Monsieur qui est au fond, voilà. Et puis après, monsieur avec la cravate bleue. Oui, bonjour monsieur. Gérard Buonneau, maire d'Igé, en Saône-et-Loire, à l'ouest de Mâcon, 900 habitants. Bien, d'abord je voudrais dire qu'en tant que maire rural, je n'ai aucun reproche à faire à la gendarmerie et également à monsieur le directeur de l'OFB qui a très bien parlé. Je connais très bien la gendarmerie. Mais le problème, c'est que dans ma commune, je suis élu depuis 2020, j'ai eu 2 cas assez sérieux de dépôt de déchets. Un camion forestier abandonné dans notre forêt en Natura 2000, forêt communale. L'individu avait fait croire qu'on lui avait volé. J'ai fait mon enquête, j'ai trouvé. Les gendarmes aussi, heureusement, grâce aux gendarmes, on a trouvé l'individu. On a dit, votre camion, on l'a trouvé, il est là-bas. Ah bon, j'étais pas au courant. En fait, bon, au bout de 2 ans et demi de démarches, de sollicitations, de dépôt de plainte, l'individu est allé retirer son camion. Et puis quand j'ai voulu savoir où c'en était, on m'a dit l'infraction a cessé, donc il n'y a pas de poursuite. Ensuite, un dépôt de déchets de chantier d'un individu, des déchets de construction de sa maison.
qui a jeté également dans notre forêt. On a 600 hectares de forêt communale. Un gros déchet de gravat que j'ai découvert avec mes agents. Et il n'a pas de chance. Enfin, il a laissé à l'intérieur des gravats la plaque de son permis de construire. Donc j'ai appelé les gendarmes. J'ai dit, bon, moi, c'est tout fait. Venez chercher tout ça. On a trouvé les origines. Puis en définitive, l'individu avait pris le camion de sa société, de son chef d'entreprise, un dimanche, sans lui dire, et était venu jeter ses détritus dans notre commune. Pareil, procédure, gendarmerie, très bon travail. Ça fait plus de 8 siècles que la gendarmerie fait bien son travail. Donc très bon travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'individu est venu, j'ai dit, il n'était pas question que ce soit mes agents qui enlèvent ça à l'appel. Je l'ai dit dans mon dépôt de plainte. Personne n'enlèvera le moindre caillou. Il faut que ce soit l'individu qui vienne avec sa pelle enlever tout ça et on le regardera travailler. Et l'individu est venu chercher ses gravats sans me prévenir parce que j'aurais eu plaisir de le voir travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Classé sans suite puisque l'individu a une nouvelle fois effacé son infraction. Donc c'est pas ici tout va très bien. Quand on arrive à trouver, on fait... Comme l'a dit, je ne sais plus qui, monsieur le directeur peut-être, ou monsieur le... Ça coûte cher à la commune, parce qu'on descend en ville, ça fait du carburant. Bon, nous, on a une indemnité d'élu, on se peut rembourser nos frais, on s'en fout. Mais ça fait, pendant ce temps, je ne suis pas au bureau pour traiter le reste. Commune rurale, je n'ai pas de DGS, je n'ai pas de garde champêtre, je n'ai pas de PM. Pendant ce temps, je ne suis pas au bureau. Et ceci dit, quand l'infraction a cessé, c'est classé sans suite. Là, il n'y a rien. Récemment, j'ai fait arrêter un type. Je suis intervenu sur un gars qui tondait sa pelouse un dimanche après-midi. Je lui ai dit, bon, vous arrêtez. Il y a un arrêté préfectoral. Il ne voulait pas me dire, non, mais appelez les gendarmes, mettez-moi une amende. J'ai dit, mais je ne viens pas là pour ça. Arrêtez de tondre, et puis vous tondrez demain matin. J'ai fait le 17. Mais forcément, on m'a dit, mais il tombe plus sa pelouse. Non. Donc c'est bon, il a cessé l'infraction, il n'y a rien. Donc la prochaine fois, je reste sur mon canapé. Mais ça me gêne parce que les gendarmes, le temps qu'ils montent, il aura fini de tondre, ils seront montés pour rien. Merci beaucoup pour ce témoignage également, monsieur. Alors, monsieur là-bas et monsieur, et j'espère qu'il y aura une mère après. Donc Hubert Duplessis, maire d'Avessac, une commune de 2500 habitants en Loire-Atlantique, près de Redon, qui est en Ille-et-Vilaine. Je voulais d'abord me positionner en faux par rapport à ce qui a été dit sur les entreprises, artisans, auto-entrepreneurs. Il y a des artisans vertueux, il y a des auto-entrepreneurs vertueux, mais il y a aussi des artisans, des auto-entrepreneurs, des grosses entreprises qui ne sont pas vertueuses. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé des habitants. Hein. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que l'espace sac poubelle qui était déposé à côté de la poubelle, c'était pas très grave. Bah si, c'est très grave. C'est très grave et c'est aussi de la délinquance. C'est de la délinquance, voilà. Les personnes qui, par exemple, après le week-end, viennent déposer auprès des dépôts d'apport volontaire, qui viennent déposer leurs canettes, leurs caisses de canettes, poubelles, etc., en se disant de toute façon, les agents de la commune, ils sont là pour ramasser. Hein. Et ça, on veut arriver à les coincer, ces gens-là. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un endroit sur notre commune, un très très gros dépôt sauvage, pas d'artisans, hein, un dépôt de sauvage d'habitants qui viennent de tout le territoire, qui viennent déposer leurs poubelles là. Figurez-vous qu'on en a chopé un avec une facture, hein, une première facture, on a envoyé une facture forfaitaire hein, pour enlèvement de dépôt sauvage. On l'a rechopé une deuxième fois avec la première facture qu'on lui avait envoyée. Hein, donc quand vous dites qu'il faut sensibiliser les gens, il y a aussi des habitants, ils s'en foutent carrément. C'est pas leur problème. C'est absolument pas leur problème. Ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font et la seule solution, c'est la sanction. Alors j'ai entendu des solutions. Il y a les caméras. J'aurais aimé avoir des informations sur la possibilité de poser des caméras auprès des dépôts réguliers. Et puis on a parlé également de gardes champêtres, qui me semble également une solution intéressante. Ceci dit, j'ai cru comprendre que les gardes champêtres étaient attachés à la compétence communale et savoir s'il y avait des possibilités de compétences intercommunales. Voilà. Et puis j'irai voir également le site du Cézanne, c'est ça, qui me semble intéressant à explorer. Merci. Et puis vous pourrez également, monsieur le maire, discuter au terme de ce forum pour avoir de plus amples explications. Vous voulez dire quelque chose, mais alors très brièvement, pour que je laisse parler la salle, parce que dans une dizaine de minutes, on va nous demander de... Très bien.
Monsieur, on va vous donner un micro tout de suite, et après c'est monsieur. Oui, Jean-François Guillaume, maire de Ville-en-Vermois. Alors, je trouve que tout ce qui a été dit pour essayer de repérer les problèmes qui sont posés au niveau environnemental et tout le travail de la gendarmerie, de l'OBF, c'est vraiment très très bien, c'est une très bonne chose. Mais je vais vous citer une anecdote. Pareil, dans mon village, 600 habitants, je retrouve un dépôt sauvage. Miracle, il y avait une adresse. J'appelle la gendarmerie tout de suite fait l'enquête, va voir la personne et trouve la personne. Vous savez ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, mais écoutez, on m'avait volé mes poubelles. Vous vous rendez compte? On m'a volé mes poubelles. Donc évidemment, on a engagé, on a porté plainte, voilà. Donc ma question, et on n'a jamais eu de réponse, tout s'est perdu dans les méandres de la justice, et c'est vraiment là le problème, c'est qu'effectivement les gens savent qu'ils ne sont pas sanctionnés. Alors, je voudrais poser une question, je crois que c'est monsieur le directeur de l'OBF qui disait tout à l'heure qu'il y avait possibilité de mettre des amendes. Donc où est le moment où on met l'amende, où est le moment où on porte plainte? Et puis je pense que ça aurait été bien qu'il y ait quelqu'un qui représente le ministère de la Justice justement pour poser cette question-là, pour dire qu'est-ce qu'on fait nous pour faire activer les choses. Alors pour l'instant, vous avez sollicité le directeur général de l'OBF, il va vous répondre. Merci. Bon, alors déjà c'est l'OFB, hein, l'Office français de la biodiversité. Oui, pardon. Oui. Je dis pas de souci. Mais ça marche, il y a les bonnes lettres. Bon, moi j'ai en réaction plusieurs trucs. Un, nous on est très attachés à la séparation des pouvoirs en général, c'est-à-dire il faut faire attention. Moi je dis sans arrêt à mes inspecteurs d'environnement, ils sont là pour constater, pas pour juger. C'est des policiers de l'environnement, ce n'est pas des justiciers de l'environnement, c'est hyper important. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, nous avons les possibilités, dans des structures, on appelle les COLDEN, comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale, de se mettre d'accord, tous ceux qui font de la police, sur les suites qu'on va donner à certains types d'infractions. Et ça permet de faire... Alors il y a plein de jargon et plein de trucs compliqués, mais en gros, des alternatives aux poursuites. Et là, on peut se mettre d'accord sur des sanctions immédiates, qualifiés, qui permettent de répondre à ce genre de choses. On a des fois des petits problèmes de loi qu'il faut ajuster, mais ça permet d'avoir des réponses très efficaces en fonction de type d'infraction. Et la chose sur laquelle je voulais réagir aussi, qui me paraît très 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 importante, et c'est dur à faire, il faut réussir à ne pas faire de généralité à partir de cas particuliers. Évidemment qu'il y a des entreprises qui sont très bien, et puis il y a quelques individus qui font n'importe quoi. C'est pas parce qu'un auto-entrepreneur fait n'importe quoi que tous les auto-entrepreneurs sont pas bons. C'est pareil pour les agriculteurs, c'est pareil pour les élus, c'est pareil pour les inspecteurs environnementaux, c'est pareil pour les gardes champêtres. Il faut réussir à rester sur ce qu'on constate et là où on le constate, parce que quand on fait généralité, on apporte derrière des mauvaises réponses à des vrais problèmes. Et ça, c'est hyper important, me semble-t-il. Alors peut-être la dernière question, ou en tout cas avant-dernière, eu égard au temps qui nous est imparti, monsieur. Patrice Suarez, maire de Pauillac, dans le Gers, et président d'un syndicat de collecteurs d'ordures ménagères. Voilà, mon syndicat va passer très prochainement à une collecte sélective, c'est-à-dire, pas sélective, pardon, incitative. D'où bien sûr les grandes craintes de mes collègues maires, la recrudescence des dépôts sauvages. Alors nous avions envisagé, là je me suis heurté à un problème, d'où la question que je vais poser, comme nous restructurons le syndicat avec des moyens plus efficients, c'est-à-dire des camions mono-opérateurs, il va nous rester des postes de reapers que nous envisageons de basculer vers une brigade verte. Mais là, je me suis heurté à un problème, comment faire assermenter mes agents? Puisque le pouvoir de police est un pouvoir de police du maire, la compétence est une compétence communale qui nous est transférée, qui est transférée au syndicat, et nous nous trouvons, enfin moi actuellement, je me trouve dans l'impossibilité de faire assermenter mes agents. Voilà. Ben écoutez, je crois que votre collègue alsacien va pouvoir certainement apporter une réponse. Oui, peut-être pour répondre du coup aux deux questions, le syndicat de la Brigade Verte est un syndicat intercommunal, puisque ça représente 380 communes. Alors, la particularité, comment ça fonctionne, c'est création en 89, je dis, par le président du Conseil général du Haut-Rhin,
puisque en réalité, maintenant la collectivité européenne d'Alsace, puisque c'est le rapprochement du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, participe financièrement au syndicat. Donc financement, 60% les communes adhérentes, 40% la collectivité européenne d'Alsace. Quand on adhère au syndicat de la Brigade Verte, il y a un calcul sur le nombre d'habitants, sur la superficie de la commune et sur le potentiel fiscal de la commune qui donne un coût d'adhésion au syndicat, et ce qui permet derrière d'avoir un transfert de compétences, de pouvoir de police du maire vers les différents gardes champêtres. Comme ça, quand ils interviennent sur le domaine communal de la commune en question adhérente, il y a les pouvoirs de police sur les différents codes qu'on a cités jusqu'à maintenant. Le garde champêtre, derrière, sera assermenté par le procureur de la République. C'est de cette manière que ça fonctionne en lien avec justice et État. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons dans les 5 dernières minutes. Vous savez, pour les plus âgés d'entre nous, c'était là où Raymond Souplex résolvait les enquêtes. Je voudrais bien vous donner la parole, mais on est obligé de rendre la salle. Mon général, vous vouliez juste dire un mot? Alors, juste un mot pour répondre à quelques questions. Pour les gardes champêtres et les EPCI, vous avez une fiche justement sur Jean Delu qui parle des gardes champêtres et des EPCI. Donc, c'est possible. Je propose d'y aller. Concernant les caméras, on va également mettre une fiche sur Jean Delu concernant les caméras parce que c'est prévu par le Code de la sécurité intérieure ou par le Code de procédure pénale. Maintenant, il y a un flou juridique sur les caméras qui prennent moins de 6 images par seconde. Donc, c'est un flou dans lequel, moi, je ne vous dirai pas de vous engouffrer, mais vous pouvez le faire. Je suis toujours dans ma minute. Pour répondre à votre question, il y a un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2007 qui dit que les identités trouvées dans des poubelles ne sont pas des éléments suffisants pour démontrer l'implication de la personne. Certains parquets, néanmoins, poursuivent et on peut essayer, au-delà d'un papier, en trouver 2 ou 3 ou d'autres éléments d'identification, mais c'est un arrêt de la Cour de casse. Mais je vous dis, certains parquets, quand même, continuent de poursuivre. Ensuite, et comme je suis sur le volet de la justice, et juste pour terminer, la justice aussi est mobilisée. Il y a des pôles régionaux environnementaux aujourd'hui dans toutes les cours d'appel. Il y a des magistrats qui sont spécialisés, il y a des recrutements d'assistants spécialisés, il y a des recrutements de juristes assistants. Donc, ça avance. Certainement pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça avance et voilà, il y a des lieux pour reprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure d'être optimiste. 30 secondes, monsieur Coissard. Même moi, juste un dernier outil pour faciliter l'identification des contrevenants quand il y a un véhicule qui a été utilisé. Dans le cadre de anti-gaspillage, le propriétaire du certificat d'immatriculation est responsable du dépôt sauvage. Donc c'est pareil, et ça c'est notamment quand on a une utilisation de caméra. Pas besoin de rechercher l'origine du produit, c'est le propriétaire du certificat d'immatriculation qui est désigné comme responsable du dépôt sauvage. Conclusion par Madame Blandio-Farid. Bien, merci. Oui, c'est au terme de cette heure et demie de rencontre. Je veux remercier tous les intervenants qui ont pris de leur temps, d'une part, pour venir animer cette table ronde, et mon collègue Guy Geoffroy, avec qui j'ai eu le plaisir de co-présider ce moment, et vous-même, monsieur, d'avoir animé ces débats. Merci pour la qualité de ces échanges. C'est difficile de conclure, puisqu'on voit que c'est typiquement une question qui anime notre quotidien et qui, au fur et à mesure du temps, se transforme, parce que les pratiques se transforment, parce qu'on apporte des réponses qui, de temps en temps, sont déviées aussi. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ensemble, c'est qu'on cherche dans nos dispositifs l'efficacité. Comment réduire la délinquance environnementale dans ce qu'elle produit, puisque vous l'avez très bien dit, c'est notre bien commun, cet environnement, cette air, cette eau, ces sols sur lesquels nous vivons, et donc de fait il faut la protéger, et donc se convaincre qu'il faut tout actionner pour essayer de prévenir cette délinquance. Ça passe, et on se l'est dit, par beaucoup de prévention et de sensibilisation, parce qu'on a encore de grandes lacunes, peu importe l'âge des contrevenants, mais de grandes lacunes dans la prise de conscience de notre responsabilité individuelle et collective dans cette question de la sensibilisation et du respect de l'environnement. Ça passe aussi par la boîte à outils. On a évoqué un certain nombre de dispositifs qui existent, qu'ils soient matériels, technologiques ou humains, mais ça pose aussi fondamentalement le nœud de la question, et d'ailleurs c'est aussi le grand sujet du Congrès des maires de cette année, des moyens qui sont alloués à celles et ceux en responsabilité
pour lutter contre la délinquance environnementale et donc singulièrement les budgets des collectivités. Et c'est pour ça aussi que nous revendiquons le maintien, en tout cas des moyens qui sont les nôtres, pour former, pour embaucher, pour avoir des effectifs en nombre suffisant, que ce soit dans les collectivités, mais aussi auprès des forces de l'ordre ou dans nos parquets, pour pouvoir continuer à avoir des moyens de poursuivre celles et ceux qui n'ont pas décidé bien de préserver l'environnement ou de rompre avec cette délinquance qui nous pourrit encore une fois la vie, la nôtre, celle de nos habitants et celle de notre vie à toutes et tous. Voilà. Merci beaucoup. Un message pour tous les maires qui sont dans cette salle. À 13h30, il y aura une photo de groupe qui sera réalisée devant le grand auditorium avec votre écharpe. Donc, vous êtes conviés pour cette photo. Merci de votre présence. Pardon de ne pas avoir de parole à toutes les personnes qui l'ont demandé. Mais en tout cas, merci pour votre présence ce matin.